Quelques annonces rapides avant de commencer le cours. Jeudi prochain sera notre dernier cours et nous passerons l'examen final jeudi prochain. Ce sera le même format que pour le partiel où vous pourrez préparer quelques questions. Et nous réviserons ce que nous avons appris en cours jusqu'à présent. Si vous êtes sur YouTube et que vous souhaitez poser des questions, merci de les laisser en commentaire. Dans la section des commentaires, et ma femme les parcourra et sélectionnera quelques questions pour que nous y répondions jeudi prochain. Mardi prochain, nous ferons un récapitulatif de tout ce que nous avons appris jusqu'à présent et nous ferons quelques prédictions pour les 5 à 10 prochaines années. D'accord. Donc la semaine prochaine sera notre dernière semaine. Aujourd'hui, je voudrais parler de Poutine à Pékin. Il est donc venu à Pékin. Mardi soir, il a eu une journée bien remplie hier, puis il est reparti dans la nuit. Comme vous pouvez le voir, le président Poutine et le président Xi sont de très bons amis. Ils sont allés dans une salle de conférence où ils ont dévoilé une photo d'eux deux très proches. C'est la 25e visite du président Poutine en Chine. Et en novembre, il reviendra à Shenzhen pour participer à l'APEC. Ce sera donc sa 26e visite. C'est un très bon ami de la Chine et ils sont tous les deux très proches. Voici les deux lors d'une conférence sur l'éducation, annonçant une année d'échange éducatif entre la Russie et la Chine. Et l'objectif est de renforcer les échanges entre les peuples. Les liens étroits entre la République populaire de Chine et la Russie. Le principal. Le résultat de la réunion a été leur point de vue différent sur le monde multipolaire. Voici un extrait du discours du président Xi et voici un extrait du discours du président Poutine. Mais en fait, il s'agit d'une traduction par intelligence artificielle, donc la traduction est très mauvaise. Mais je vais souligner certains points. Donc les deux sont engagés en faveur d'un monde multipolaire. Et ce que souhaitent à la fois le président Xi et le président Poutine, c'est davantage d'échanges. Des échanges d'étudiants bilatéraux, un approfondissement des interactions entre universités et mener davantage de recherches ensemble. Il craint aussi les turbulences dans le monde et il redoute vraiment un retour à la loi de la jungle, où la force fait le droit. Il est donc très important que le monde travaille ensemble afin de préserver un ordre international fondé sur des règles. Et ce que dit le président Xi, c'est qu'en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et la Russie travailleront ensemble pour défendre l'autorité de l'ONU, la justice internationale et s'opposer à toutes les formes d'unilatéralisme et d'hégémonie, ainsi qu'à la résurgence de signes de fascisme et de militarisme. Cela fait spécifiquement référence à l'Allemagne et au Japon. D'accord, donc il envisage très sérieusement la possibilité d'une éventuelle recrudescence du sentiment nationaliste au Japon comme une véritable menace préoccupante pour la stabilité et la paix durable en Asie de l'Est. Et pour le monde en général. D'accord, donc la Chine s'oppose de la manière la plus ferme à la remilitarisation du Japon. Poutine dit à peu près la même chose, mais le ton est très différent. Tout d'abord, Poutine est en réalité beaucoup plus précis que le président Xi concernant les domaines de coopération. On peut citer par exemple la 10e édition des Jeux sportifs d'été Russie-Chine, ainsi que la collaboration étroite établie entre divers organismes de médias. Et il met également en lumière le rôle absolument crucial de maintenir des politiques étrangères indépendantes et autonomes, tout en travaillant ensemble pour stabiliser la scène mondiale. La scène internationale. Travailler ensemble pour la paix et la prospérité universelle. C'est la logique qui sous-tend la défense conjointe par Moscou et Pékin du droit international et des dispositions de l'ONU, de la charte dans leur intégralité de manière globale et interdépendante. D'accord ? Donc on dirait qu'ils disent la même chose, mais encore une fois, l'accent est mis différemment. Alors qu'en Chine, la priorité est vraiment de préserver le statu quo, un ordre international fondé sur l'espace mondial, en plaçant l'ONU tout en haut. Et pour l'ONU, la Chine et la Russie vont œuvrer ensemble pour garantir la stabilité mondiale. Pour le président Poutine, ce qui compte, c'est que la Chine et la Russie prennent la tête de la direction du monde multipolaire. Voilà, ce sont donc deux conceptions très différentes de la manière dont le monde devrait être gouverné.
Du côté chinois, il s'agit simplement de maintenir les choses telles qu'elles sont et de jouer un rôle de soutien. Alors que pour Poutine, c'est non. La Russie et la Chine devraient être les leaders de ce nouveau monde multipolaire. La Chine peut être le leader et nous serons un partenaire junior, mais il faut que nous prenions l'initiative pour promouvoir la stabilité mondiale. D'accord? C'est beaucoup plus clair ainsi? Non. Il s'agit en fait d'une déclaration conjointe entre la Russie et la Chine, où ils défendent un monde multipolaire. Et la Russie et la Chine s'engagent et appellent la communauté internationale à respecter les principes fondamentaux suivants dans leurs relations mutuelles. Premièrement, maintenir un commerce ouvert. Maintenir la souveraineté des différentes nations. Prendre les décisions par consensus, d'accord? En partie via les Nations Unies. Maintenir l'autorité de l'ONU et respecter les civilisations de chaque État-nation. Donc, refuser de privilégier une civilisation par rapport à une autre. Voilà, c'est un point sur lequel la Russie et la Chine sont tombées d'accord. Ceci est en fait une bien meilleure traduction des propos du président Xi sur le monde multipolaire. D'accord, lisons-le ensemble. Le monde d'aujourd'hui est loin d'être paisible. L'unilatéralisme et l'hégémonisme causent de graves préjudices et le monde risque de retomber dans la loi de la jungle. En tant que membre permanent de l'ONU, au Conseil de sécurité, la Chine et la Russie doivent assumer fermement la mission et la responsabilité des grandes puissances en défendant l'autorité de leur nation dans l'équité et la justice internationale, s'opposer à toute forme d'intimidation unilatérale et à tout acte qui ferait reculer le cours de l'histoire, et surtout s'opposer à toute provocation visant à nier les victoires remportées lors de la Seconde Guerre mondiale ou à remettre en cause le jugement rendu. Rejeter et combattre les résurgences du fascisme et du militarisme et œuvrer ensemble à la construction d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable. Très bien, cela fait beaucoup de mots, mais je vais insister sur certains points essentiels. Tout d'abord, ce que dit le président Xi, c'est qu'il y a eu 3 grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Et nous devons nous assurer que ces 3 nations qui ont remporté la Seconde Guerre mondiale restent aux commandes. D'accord? C'est vraiment important de bien comprendre cela. Tout d'abord, les États-Unis, la Russie et la Chine sont des alliés, pas des ennemis, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment, beaucoup de gens pensent que la Chine et les États-Unis sont en concurrence pour dominer le monde. Et le président Xi dit que non, ce n'est pas vrai. Nous sommes alliés parce que nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale ensemble, n'est-ce pas? Ensuite, il considère que les véritables ennemis sont ceux qui essayent de renverser l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale. Et ces nations, bien sûr, sont le Japon, l'Allemagne et Israël. Et enfin, il soulignera que tout unilatéralisme et toute hégémonie sont mauvais. D'accord? Si vous agissez seul et que vous déclarez la guerre à d'autres nations, c'est mauvais. Donc évidemment que les États-Unis attaquent le Venezuela, c'est mauvais. Évidemment que les États-Unis attaquent l'Iran, c'est mauvais, mais qu'en est-il de la Russie qui attaque l'Ukraine? Eh bien, selon ce cadre, c'est aussi mauvais. D'accord? Selon cette logique, d'après ce qu'il a dit précisément, cela aussi est mauvais. Donc il semble que la Chine et la Russie soient les meilleurs amis du monde et qu'elles vont s'unir contre les États-Unis. Mais cette déclaration montre qu'en réalité, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Très bien. Ce qui est aussi important à comprendre pour nous, c'est que oui, il y a de nombreux domaines où la Chine et la Russie peuvent coopérer, mais la coopération ne se passe pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer. D'accord, regardons quelques exemples. Tout d'abord, la coopération économique entre la Chine et les États-Unis est en plein essor. Ce qui se passe, c'est que la Chine a besoin de beaucoup d'énergie et de ressources venant de Russie. On pourrait donc penser qu'ils construiraient des infrastructures le plus vite possible pour que ce commerce soit aussi fluide que possible, non? Surtout avec cette guerre qui se déroule au Moyen-Orient, bloquant l'accès de la Chine à l'énergie du Moyen-Orient. Mais le principal pilier de cette coopération, c'est quelque chose qu'on appelle le Power of Siberia 2, d'accord? Comme vous pouvez le voir, il s'étend du nord de la Russie jusqu'à Shanghai. C'est un projet énorme. Et tout le monde pensait que lors de cette réunion, la première chose qu'il ferait serait de signer un protocole d'accord pour construire ce gazoduc. Et ils ne l'ont pas fait.
Et cela s'explique en grande partie par le fait que la Chine ne veut pas devenir trop dépendante de la Russie. Parce que, évidemment, si vous construisez ce gazoduc, alors vous devez acheter beaucoup d'énergie à la Russie. Ils veulent encore négocier le prix ainsi que le volume. Donc ça, c'est un premier domaine. Le deuxième domaine, c'est l'Iran. Comme vous pouvez le voir, les Russes soutiennent totalement les Iraniens. Donc, ce que dit Vladimir Poutine, c'est que cette agression absolue et non provoquée des États-Unis, le bombardement contre l'Iran n'a aucun fondement ni aucune justification. Pour notre part, nous faisons des efforts pour aider le peuple iranien. D'accord, donc c'était en juin dernier, en fait, quand l'Amérique a bombardé l'Iran. Les Chinois, en revanche, sont beaucoup plus nuancés et bien plus diplomates. Donc, le président Xi déclare: l'opération militaire d'Israël contre l'Iran a provoqué une escalade soudaine des tensions au Moyen-Orient. Les conflits militaires ne sont pas la solution au problème. Donc, les Chinois sont beaucoup plus mesurés. Et cela nous montre que, alors que les Russes sont beaucoup plus clairs sur leurs alliances régionales, la Chine ne veut pas prendre part aux différends entre différents pays. Parfait. Examinons maintenant un point essentiel. Un domaine de coopération stratégique majeur entre la Russie et la Chine concerne le développement et l'expansion des nouvelles routes commerciales, comme nous l'avons déjà abordé de manière détaillée précédemment au cours de cette leçon. Ce que veulent faire les Américains, c'est empêcher la Chine d'accéder au commerce mondial, et ils peuvent y parvenir en fermant le détroit de Malacca. Il existe ce qu'on appelle le dilemme de Malacca pour la Chine, où si les Américains venaient à fermer le détroit de Malacca, le commerce chinois s'effondrerait. Donc la solution pour la Chine, c'est de construire une autre route vers le nord, appelée la route maritime du nord de la Russie. Mais le problème avec cela, c'est que vous devenez complètement dépendant des Russes, puisque vous traversez leur territoire. Donc ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine de dire, vous savez, allez vous faire voir l'Amérique. Ils ont donc intérêt à jouer avec les Russes. En fait, ils ont tout à gagner à équilibrer la Russie et la Chine de cette façon, en gardant ces deux routes ouvertes. D'accord, c'est la solution la plus économique. C'est la manière la plus stratégique d'accéder au commerce mondial, d'accord? Mais plus on regarde loin, plus on voit qu'il existe certains points de tension dans la relation entre la Russie et la Chine. Tout d'abord, cette relation favorise clairement la Chine. Voici donc une carte, un graphique des exportations russes vers la Chine. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit principalement d'énergie, de charbon, de gaz naturel liquéfié, de pétrole brut. D'accord. Voilà l'essentiel des exportations russes vers la Chine. Et qu'est-ce que la Chine exporte vers la Russie? Principalement des véhicules, de l'électronique et des machines. D'accord? Donc en gros, ce que fait la Chine, c'est qu'elle prend les ressources russes, les transforme en biens manufacturés, en machines, dans ses usines, puis les réexporte vers la Russie. C'est un très mauvais accord pour la Russie. C'est un bon accord pour la Chine, mais c'est un mauvais accord pour la Russie. D'accord, donc ça c'est un point de tension. Un autre point de tension, c'est la dépendance. Donc en gros, la Chine et la Russie sont peut-être les meilleurs amis, mais regardez ça. La part de la Russie dans les importations chinoises n'est que de 5%, et sa part dans les exportations chinoises n'est que de 3%. Donc économiquement, la Russie et la Chine ne sont pas si proches que ça. Le problème, cependant, c'est que la Russie est très dépendante de sa relation avec la Chine, à cause de toutes ces sanctions économiques imposées par l'Occident. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qui s'est passé après février 2022, quand Poutine a envahi l'Ukraine et que l'Occident a imposé des sanctions à la Russie, c'est que la dépendance de la Russie envers la Chine a beaucoup augmenté, alors qu'au début de la guerre, la Russie n'était pas autant dépendante dans ce domaine. Mais aujourd'hui, le secteur B représente plus de 40% des importations russes. D'accord. D'accord. Autre point à noter, les investisseurs chinois ne sont pas très intéressés par l'idée d'aller en Russie et d'y investir. Bon, donc avant la guerre, c'est ça, la guerre. D'accord, c'est la guerre. Il y en avait, d'accord? Mais ils n'étaient pas si nombreux. Et puis, comme vous pouvez le constater, après la guerre, il a chuté brutalement.
D'accord, alors pourquoi? Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, d'accord, peut-être que les Chinois sont dans l'extrême-orient russe. Et c'est logique, parce que c'est proche de la Chine. Mais comme vous pouvez le constater, plus on s'éloigne, ici, il n'y a vraiment pas d'investissement réel. Les Chinois sont pas vraiment intéressés par l'investissement en Russie. D'accord? Et pourquoi? Eh bien, il y a différentes raisons. On peut spéculer, d'accord? La première raison, et c'est vraiment important, c'est que les Chinois respectent les sanctions occidentales contre la Russie. Si vous faites des affaires avec les Russes, alors l'Occident peut choisir de vous exclure du système bancaire, de vous retirer du système financier mondial. Et les investisseurs chinois accordent plus d'importance à leur relation avec l'Occident qu'à celle avec la Russie. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Russie n'est pas très accueillante envers les investisseurs étrangers. La Russie est un système très fermé et il est très difficile d'y faire des affaires. En Russie, si vous êtes aux États-Unis et que vous placez votre argent aux États-Unis, vous savez que vous serez protégé légalement et contractuellement. Si quelqu'un vous arnaque, vous pouvez poursuivre cette personne en justice et vous avez de bonnes chances de gagner le procès. Alors qu'en Russie, eh bien, si on vous arnaque, tant pis pour vous, d'accord? La Russie reste encore largement un système mafieux. Ensuite, la troisième raison, et c'est en fait quelque chose de vraiment problématique, c'est que les Chinois portent un intérêt nettement plus marqué au dollar américain qu'à la monnaie russe, le rouble. Ils sont bien plus intéressés par l'accumulation de dollars américains que par celle de roubles. Et c'est là tout le dilemme central de la relation entre la Russie et la Chine. Ou, oui, effectivement, on peut tout à fait favoriser la venue de ressortissants chinois en Russie. On peut d'ores et déjà envisager la mise en place de nombreux projets de coopération dans un avenir proche. Mais au final, les investisseurs chinois veulent des dollars américains et non des roubles. Regardons maintenant ensemble cet autre graphique sur lequel, comme vous pouvez le constater ici, de plus en plus de Chinois vont en Russie. D'accord? Très bien. Donc actuellement, il y a environ 50 000 Chinois qui étudient en Russie. Mais cela n'a rien à voir avec les Américains. À partir du moment où les citoyens chinois ont commencé à disposer de ressources financières suffisantes pour partir étudier aux États-Unis, dès l'année 2008, nous avons été les témoins directs d'une explosion absolument phénoménale du nombre de départs. On estime qu'il y a peut-être environ 60 000 Chinois qui se consacrent à l'apprentissage du russe en Chine, alors que dans le même temps, la quasi-totalité de la population étudiante restante se consacre exclusivement à l'apprentissage de la langue anglaise. Donc en fin de compte, il apparaît clairement que les Chinois manifestent en réalité un intérêt bien plus marqué et profond pour le monde occidental que pour la Russie. Autrement dit, la relation entre la Russie et la Chine semble venir d'en haut, imposée par le gouvernement. Mais la relation entre les États-Unis et la Chine semble venir de la base, où les gens choisissent de travailler avec les Américains. Donc ce n'est pas vraiment une relation d'égal à égal. Alors, ce que je voudrais examiner aujourd'hui, c'est pourquoi c'est le cas. Pourquoi les Chinois veulent-ils aller en Amérique? Et que peut faire Poutine à ce sujet? Et que va faire Poutine à ce sujet? Voilà, ce sont les deux questions que nous allons aborder. Premièrement, pourquoi la relation est-elle ainsi? Deuxièmement, quelle est la stratégie de Poutine pour gérer cela? D'accord. Très bien. Alors pour répondre à cela, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'Amérique a gagné la guerre, d'accord? Ici, ce sont les États-Unis, les USA. Ici, c'est l'Europe. Et ici, c'est l'Asie de l'Est, d'accord? Le Japon, essentiellement, mais aussi Taïwan et la Corée, d'accord? Très bien. Donc, la Seconde Guerre mondiale est terminée. Et les États-Unis ont un problème. Ils ont toutes ces usines qui produisent des chars, des mitrailleuses, des avions. Et maintenant, la guerre est terminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces usines? On ne peut pas simplement dire à tout le monde de rentrer chez soi et de ne plus travailler, d'accord? Alors, ils passent en accord avec les Européens et ces Asiatiques. En gros, l'accord est le suivant. Les Européens acceptent d'acheter des produits manufacturés aux Américains. Des téléviseurs, des radios, des vélos, des voitures. Mais ensuite, les Européens et les Japonais disent « on n'a pas d'argent ».
Et les Américains répondent « Ne vous inquiétez pas, on va vous prêter l'argent. » D'accord? Non seulement on va vous fournir les biens, mais on va aussi vous prêter l'argent pour les acheter. D'accord? Et bien sûr, la monnaie, c'est le dollar américain. Le dollar américain. Le dollar américain, en fait, un contrat? Non. Et comme les Américains prêtent des dollars américains, tout un point aux Européens, aux Japonais et aux Asiatiques de l'Est, ils veulent que le dollar américain ait réellement de la valeur, non? Ils veulent donc que le dollar américain vaille vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Donc le dollar américain. Tout point est indexé sur l'or, c'est-à-dire l'étalon or. Ce qui veut dire que, à tout moment, les Américains peuvent obliger les Japonais et les Européens à donner leur or en échange de dollars américains. Dollars? D'accord. Est-ce que c'est clair? C'est donc une très bonne affaire pour les Américains. Et c'est ce que nous appelons le système de Bretton Woods. Bretton Woods 1944, là où les Américains faciliteraient le commerce mondial afin de maintenir leur puissance industrielle. Et ils prêteraient aux autres nations, les États-Unis, 200 $ pour participer à cette transaction. Et les États-Unis, le dollar serait adossé à l'or. Donc, à partir de 1950 à 1970, c'était une excellente affaire pour l'Amérique. Et cela a probablement conduit à la plus grande création de richesse au monde. Ou si vous étiez simplement un homme blanc américain moyen, vous aviez la meilleure vie possible. D'accord, cela a mené à une prospérité incroyable aux États-Unis, mais là où il y a prospérité, il y a aussi corruption et complaisance. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont commencé à travailler dur, mais ensuite les Européens et les Japonais se sont dit « il faut qu'on travaille encore plus dur parce qu'on doit se reconstruire et rembourser cette dette américaine ». Donc l'Europe s'est mise à travailler vraiment dur et les Japonais ont travaillé encore plus dur. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les Européens et les Japonais ont commencé à fabriquer des produits qui étaient non seulement moins chers que ceux que les Américains pouvaient produire, mais aussi de meilleure qualité. D'accord, donc ce qui a commencé à se passer ensuite, c'est que, au lieu que l'Amérique prête de l'argent aux Européens et aux Japonais pour qu'ils achètent leurs produits, elle commence à emprunter de l'argent afin d'acheter les biens manufacturés européens et japonais. D'accord, donc maintenant cette relation s'inverse. Très bien, maintenant les États-Unis sont passés du statut de nation créancière à celui de nation débitrice. Mais ce n'est pas tout. Les Américains se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient imprimer autant d'argent qu'ils le voulaient, donc ils pouvaient dépenser autant qu'ils le voulaient. Et donc les Américains ont commencé à faire des choses stupides, comme lancer une guerre au Vietnam qu'ils ne pouvaient pas gagner. Ou encore envoyer un homme sur la Lune sans raison particulière. Et les Américains ont commencé à dépenser beaucoup trop d'argent. Et vers 1970, le monde entier s'est rendu compte qu'en fait, l'Amérique nous doit beaucoup d'argent, mais qu'ils ne pourront probablement pas nous rembourser en or. Et donc, en 1971, Richard Nixon dit « Vous avez tout à fait raison. D'accord, nous ne pouvons pas vous rembourser en or, donc nous allons abandonner l'étalon or. » Très bien, donc maintenant on crée un problème parce que tout le monde détient ce dollar américain. Et qu'en réalité, il ne vaut rien. Pour résoudre ce problème, ce que Nixon a fait, c'est qu'il a intégré au système le CCG, l'Arabie Saoudite en gros, ainsi que la Chine, pour créer plus de demandes pour le dollar américain. Le dollar! C'est ainsi qu'est né le pétrodollar, car à partir de ce moment-là, l'Arabie Saoudite ne vendrait son pétrole qu'en dollars américains. En dollars? Cela a donc permis au système de continuer à fonctionner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les Américains qui ont fait ça. Non pas parce que c'était stratégique, non pas parce que cela témoignait d'une vision à long terme, mais parce que les Américains sont désormais devenus accros aux États-Unis. Dollar, vous comprenez cette idée? Il est vraiment important que vous compreniez cela. À ce stade de l'histoire, les États-Unis, le dollar était la monnaie de réserve mondiale. La monnaie de réserve mondiale est unique dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais envisagé l'idée d'une monnaie de réserve mondiale où une seule monnaie servirait de base à la valeur de toutes les autres. D'accord, cela n'était jamais arrivé auparavant. Pourquoi cela s'est-il produit? À cause d'un hasard de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains ont gagné et ont pu imposer leur système à tout le monde. Avant, c'était lié à l'or, puis ils ont abandonné l'étalon or. Donc c'est un véritable hasard de l'histoire.
Et c'est terrible pour l'Amérique pour de nombreuses raisons. La première raison, c'est que c'est le garant du commerce mondial. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie être le garant du commerce mondial? Eh bien, tout d'abord, cela veut dire qu'il faut imprimer beaucoup de dollars américains pour garantir la liquidité. Donc, il faut imprimer beaucoup de dollars américains pour que les gens puissent utiliser des dollars américains, des dollars. Et cela provoque de l'inflation dans votre système et c'est difficile à gérer. Le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle un compte de capital ouvert. Qu'est-ce qu'un compte de capital ouvert? Cela veut dire que je peux échanger des dollars américains quand je veux. Je peux changer des dollars américains à tout moment. Donc l'argent peut entrer dans le pays, mais il peut aussi en sortir très facilement. C'est vraiment problématique si vous essayez de contrôler la monnaie d'un pays. La troisième chose, c'est la financiarisation. Parce qu'il y a tellement de demandes pour le dollar américain, parce que le dollar américain est tellement complexe à gérer, votre économie passe de la production industrielle à la financiarisation. La financiarisation se résume à du jeu. Cela a donc été terrible pour l'Amérique, pour l'économie américaine. Le problème, c'est que lorsqu'on a de l'argent facile, cela devient une addiction. D'accord? La protection du système passe donc par son expansion. Guerre. Vous vous fichez de savoir si l'expansion de votre système a du sens. Vous vous fichez de savoir si l'expansion de votre système est bénéfique pour votre nation. Tout ce que vous souhaitez, c'est l'étendre afin de créer davantage de demandes pour les États-Unis. Dollars, parce que t'en es tellement accro, d'accord? Et vous devez le faire. Vous partez faire la guerre pour protéger les États-Unis. $1. Bien. Alors voilà. Cela nous amène en Chine. Pour créer la Chine, l'Amérique a donc détruit sa classe moyenne et transféré son secteur manufacturier en Chine. Cela a apporté à la Chine technologie, capitaux et accès au marché. Et l'objectif était entièrement de créer une demande accrue pour les États-Unis. Dollars. D'accord. Et cela explique aussi la guerre en Iran, où l'Iran ne fait pas partie du système. Et donc l'Amérique veut détruire l'Iran, afin de rendre tous les autres encore plus dépendants du système. Très bien. D'accord. Pourquoi la Chine a-t-elle accepté de participer au système? Parce que le dollar américain représentait pour la Chine un énorme problème. Voilà, le gros problème c'est ça. Le dollar américain, il faut que vous compreniez bien cela, il a monétisé le pouvoir. D'accord? Donc je suis un membre de l'élite en Chine et je contrôle des millions de personnes. Mais alors qu'est-ce que ça change? Qui ça intéresse? Ce que le dollar américain, ça a permis, c'est de me donner la possibilité de monétiser mon pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, je pouvais prendre ce pouvoir et en stocker la valeur en dollars américains. Et ensuite l'exporter aux États-Unis, là où il sera en sécurité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que ça a permis. Ça a monétisé le pouvoir en Chine. Désormais, l'élite pouvait utiliser son pouvoir sur le peuple et s'enrichir aux États-Unis. D'accord. Donc, en d'autres termes, plus explicites, il y avait en réalité deux catégories de bénéficiaires majeurs qui tiraient profit de l'ensemble de ce système. Et point qui a été créé, même si en réalité ça n'a pas vraiment de sens. Le premier, bien sûr, c'est l'élite américaine, l'élite financière américaine. Et le second, c'est l'élite politique chinoise. D'accord? Et c'est ce qui explique pourquoi il est si difficile pour Poutine et pour la Russie de former une alliance avec la Chine. Car l'élite a pour mentalité d'utiliser son pouvoir et de le monétiser grâce aux États-Unis. Dollar. Ce qui compte, ce sont donc les États-Unis. Le dollar, pas la relation avec la Russie. D'accord? Est-ce que ça vous paraît logique? Des questions jusqu'à présent? Ouais? Je pense donc que cela correspond également à la politique d'éducation internationale des Chinois, selon laquelle les riches et les élites envoient leurs enfants en Amérique, mais pas en Russie. Oui, c'est tout à fait exact. D'accord. Donc, si vous y réfléchissez, tout l'objectif de la société en Chine en ce moment est de générer autant de dollars américains que possible. Moins de dollars que possible. Donc, envoyer un enfant aux États-Unis pour apprendre l'anglais, obtenir un diplôme américain et s'acclimater à la société américaine fait partie de la stratégie. Vous comprenez?
Parce que le renminbi en lui-même n'a aucune valeur. Si vous convertissez le renminbi en dollars américains, là, ça a de la valeur. D'accord, ce n'est pas logique. Voilà ce qui explique la relation entre les États-Unis et la Chine, et pourquoi il est si difficile pour la Russie de s'immiscer dans cette relation. En réalité, la Russie n'a rien à offrir à l'élite chinoise. Très bien, d'accord. En fait, l'élite chinoise considère que la Russie est un problème. À cause de son militarisme partout dans le monde. Très bien. Donc, si Poutine veut instaurer un nouvel ordre mondial, ce qu'il doit faire, c'est uniquement détruire le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. C'est sa mission, c'est son objectif. S'il veut vraiment détruire l'empire américain, il doit détruire la valeur du dollar américain. Du dollar! Et la façon d'y parvenir, c'est en détruisant la demande pour le dollar américain. Dollar. Est-ce que cela vous paraît logique? Très bien. Nous allons donc passer en revue la stratégie de Poutine, son grand plan pour détruire les États-Unis. Dollar. Bon, en fait, avant de faire ça, je tiens à préciser une chose. Tous les Américains ne pensent pas que ce soit une bonne chose. Que les États-Unis possèdent une monnaie de réserve mondiale. En fait, la plupart des Américains, si on leur explique le système, diront non, on ne veut pas être la monnaie de réserve mondiale. Parce que, premièrement, cela engendre de la corruption. Ça attire tous ces gens corrompus dans notre pays. Ça fait venir tous ces immigrés illégaux chez nous. Ça nous pousse à aller faire la guerre en Iran. Ça nous pousse à soutenir Israël. Donc oui, on ne veut pas être la monnaie de réserve mondiale. Et le problème, c'est qu'ils en sont accros parce que c'est de l'argent facile. D'accord. Donc c'est une contradiction. D'un côté, les Américains savent que la monnaie de réserve mondiale est mauvaise pour eux, mais de l'autre, ils en sont dépendants. D'accord? Donc, l'Amérique est en gros comme un toxicomane. Et alors, que faites-vous? Eh bien, la seule chose que vous puissiez faire, c'est ce qu'on appelle une force. Retrait, d'accord. Un retrait forcé. Ce qui revient à nier la capacité des États-Unis à imprimer de l'argent. D'accord. Et la façon d'y parvenir est de détruire la demande mondiale pour les États-Unis. Dollars. Je veux dire, est-ce que ça a du sens? Ça va causer beaucoup de souffrance en Amérique à court terme. Essentiellement une dépression économique et une guerre civile. À long terme, il s'agit peut-être de la seule solution pour sauver l'Amérique. D'accord? Très bien. Alors, passons en revue la grande stratégie de Poutine pour... détruire les États-Unis. Dollars. Je tiens également à souligner que parmi tous les dirigeants mondiaux, seul Vladimir Poutine semble avoir un sens stratégique. D'accord? Cet homme est en réalité capable de penser à long terme et d'agir avec un timing parfait. C'est un joueur d'échecs, d'accord? Et c'est vraiment le seul dirigeant mondial capable de penser aussi loin et de planifier de façon aussi stratégique. Donc, voyons sa stratégie. En gros, sa stratégie est très simple. Il y a de nombreux pays qui ont été sanctionnés par les Américains. Comment puis-je établir une relation avec ces États-nations afin de créer de la volatilité dans le monde, de déstabiliser le commerce mondial et donc de déstabiliser le dollar américain? Il y a aussi certains États-nations qui participent au système mais qui ne sont pas satisfaits de ce système. Alors, comment puis-je vraiment les détacher de leur dépendance envers l'Amérique? Donc ce sont des pays qui ont été sanctionnés par les Américains, y compris la Russie. L'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, la Syrie, la Biélorussie, le Myanmar. Bon, le Myanmar est en guerre civile, oublions-les. Le Venezuela a été conquis par les Américains, la Syrie est détruite. Donc en gros, il reste 4 pays, la Russie, la Biélorussie, l'Iran et la Corée du Nord. Ces 4-là vont donc collaborer pour déstabiliser l'ordre mondial, pour détruire l'Empire américain. Les éléments clés sont l'Iran et la Corée du Nord. On a déjà beaucoup parlé de l'Iran, donc aujourd'hui je veux plutôt parler de la Corée du Nord. Donc, en ce moment, la Russie et la Corée du Nord sont devenues très très proches. Donc l'année dernière, en fait c'était il y a 2 ans, en juin 2024, Poutine a rendu visite à la Corée du Nord
et a signé un pacte de défense mutuelle avec la Corée du Nord. C'est vraiment, vraiment très important. Parce qu'un pacte de défense mutuelle signifie qu'en cas d'attaque contre la Corée du Nord, la Russie doit intervenir militairement pour défendre la Corée du Nord. Si la Russie est attaquée, la Corée du Nord doit venir à la défense de la Russie. D'accord. C'est important parce qu'auparavant, la Corée du Nord avait un pacte de défense mutuelle avec la Chine, signé en 1961, après la guerre de Corée. Donc on pourrait penser que la Corée du Nord n'a pas vraiment besoin de la Russie, puisque la Chine la protège déjà. Alors pourquoi Vladimir Poutine signe-t-il un pacte de défense mutuelle avec Kim Jong-un? C'est vraiment étrange, non? Eh bien, je pense que si on attend quelques années, on connaîtra la réponse. Très bien. Une autre chose à garder à l'esprit, c'est que Kim Jong-un a été très favorable à la guerre de la Russie en Ukraine. En fait, il a envoyé 10 000 soldats en Ukraine. Et ce qu'il faut savoir sur les Nord-Coréens, c'est qu'au début, ils sont pas très bien entraînés, ils sont pas très disciplinés. Et ce qu'il y a avec les Nord-Coréens, c'est qu'ils se battent jusqu'au bout. Ils ont une politique de non-capitulation face à l'ennemi. Si vous vous rendez à l'ennemi, devinez ce qui arrive à votre famille restée en Corée du Nord. Donc, ce qu'il faut retenir à propos des Nord-Coréens, c'est que oui, ils sont pauvres, ils ne sont pas très avancés technologiquement, mais leurs soldats sont prêts à se battre jusqu'au bout. Et c'est en fait la clé pour gagner une guerre. D'accord. Tout le monde se moque de la Corée du Nord parce que c'est un pays très pauvre. Donc si vous comparez la Corée du Nord à la Corée du Sud, le PIB par habitant n'est que de 771 $. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors qu'en Corée du Sud, il dépasse les 33 000 $. C'est l'un des plus élevés au monde. Regardez cette carte, une image satellite de la péninsule coréenne la nuit. Ici, c'est la Corée du Sud, d'accord? Ici, c'est la Corée du Nord. La différence est énorme, non? Énorme différence, n'est-ce pas? Mais en cas de guerre, cet endroit battrait celui-ci, d'accord? Pourquoi? Parce que dans ce cours, on vous enseigne la théorie des jeux. Et si vous regardez comment les guerres sont menées et qui les gagne, les sociétés qui remportent les guerres ont 3 caractéristiques. D'accord? Elles ont de l'énergie. Elles sont ouvertes et elles sont cohésives. Ce qui est important à comprendre pour nous, c'est que plus on est pauvre, plus on a de chances d'être énergique, ouvert et soudé. D'accord. Et vous vous dites, c'est débile. La Corée du Sud est riche, c'est la technologie. Elle possède beaucoup d'armements. C'est le soutien américain. Le problème des sociétés capitalistes occidentales, c'est qu'elles ont tendance à être très individualistes. Mais aussi complaisantes et inégalitaires. On peut le voir à cause du taux de natalité, non? Alors qu'en Corée du Nord, le taux de fécondité est encore de 1,81. Ce n'est pas génial, mais regardez la Corée du Sud, 0,81. D'accord? Donc, dans 50 ans, la Corée du Sud va perdre 80% de sa population. La Corée du Nord va aussi perdre des habitants, mais si jamais il n'y a pas de guerre, si on continue comme ça, au bout du compte, la Corée du Sud finira par disparaître et la Corée du Nord existera toujours. Mais l'autre différence, c'est que quand on est pauvre, on n'a pas peur de mourir. On n'a rien à perdre. Alors que quand on est riche, eh bien, on veut vivre. Donc, tout ce que la Corée du Nord a à faire, c'est simplement dire, vous savez quoi? On a de l'artillerie. Et voici Séoul. Vous voyez à quel point Séoul est proche de la frontière. Donc tout ce que la Corée du Nord a à faire, c'est dire aux Coréens, soit vous nous payez beaucoup d'argent, soit on vous attaque. Non? C'est aussi simple que ça. Et les Sud-Coréens répondront, on va vous donner de l'argent, mais s'il vous plaît, ne nous attaquez pas. Et ce que ça va faire, c'est créer beaucoup de tensions en Asie du Sud-Est. Ça va aussi devoir impliquer le Japon, ainsi que les États-Unis, d'accord? Donc maintenant, le pacte de défense de Poutine avec la Corée du Nord prend tout son sens.
Parce que si la Corée du Nord crée simplement un problème dans la péninsule coréenne, ce sera un énorme souci pour le Japon et les États-Unis. Et rappelez-vous, les États-Unis sont déjà occupés avec l'Iran. Elle n'a pas les forces nécessaires pour défendre la Corée du Sud. D'accord? Ça va créer beaucoup d'instabilité. Très bien, passons à la suite. L'Allemagne, les amis. Bon, alors. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe et les États-Unis ont réagi en imposant des sanctions à la Russie. Le problème, c'est que l'Allemagne dépendait de l'énergie russe bon marché pour faire tourner son économie. Et comme vous avez perdu cette énergie russe, vous n'avez plus d'autre choix que d'acheter du GNL américain avec une majoration de 50%, soit 50% plus cher. On peut voir sur ce graphique l'impact sur l'économie européenne. En 2019, ils n'achetaient pas beaucoup aux Américains, mais d'ici 2025, ils leur achèteront énormément. Et encore une fois, c'est 50% de plus que le GML russe. Cela a été particulièrement désastreux pour l'économie allemande. Donc, ceux en rouge sont les rouges foncés, ce sont les Allemands. Et comme vous pouvez le constater, le déclin a été assez brutal. Bien plus brutal que chez les Français, les Italiens, les Espagnols et les Britanniques. Les Allemands souffrent donc énormément de cette guerre. D'accord. Un autre aspect important à souligner, c'est qu'il nous a été donné d'observer une très forte immigration vers l'Europe. Bon, alors dans certaines régions d'Europe, notamment en Scandinavie, la population immigrée a atteint jusqu'à 20% en Suède. L'Allemagne est également soumise à de fortes pressions. Il y a donc ces deux tendances. L'arrivée croissante d'immigrants en Europe, qui menacent l'identité locale, et la guerre en Ukraine. Donc AfD, les mouvements qui s'opposent à l'immigration et à la guerre en Ukraine ont vu leur popularité augmenter considérablement. D'accord? Et honnêtement, s'il y avait des élections équitables en Allemagne, à un moment donné, l'AfD finira par gagner. Par conséquent, cela signifie concrètement que les autorités allemandes ont pris la décision de choisir plutôt de mener une politique axée sur la guerre. Si l'on regarde en arrière, en 2016, on constate que les dépenses militaires de l'Allemagne n'étaient pas encore très élevées à cette époque. Mais désormais, ils ont fermement l'intention d'investir beaucoup plus massivement dans le renforcement de leur armée nationale. Quoi? Parce que le plan, c'est qu'en 2029, les Allemands aient des troupes en Ukraine. L'Europe se dirige vers une guerre totale, d'accord? Toute la société est structurée pour la guerre contre la Russie. La Russie, tout le monde dit que la Russie subit actuellement beaucoup de pression économique, d'accord? Et c'est vrai que les Russes ont effectivement dépensé beaucoup plus d'argent pour l'armée, d'accord? On peut donc voir qu'après le début de la guerre, il y a eu une énorme augmentation des dépenses militaires dans la Fédération de Russie. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cela reste assez faible en proportion de son PIB. Donc le vert, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite alloue une part considérable de son budget, soit plus de 10% de son PIB, à ses dépenses militaires. De leur côté, les autorités chinoises y consacrent une proportion nettement inférieure, située entre 2 et 3% environ. Les États-Unis dépensent entre 4 et 5%. Les Russes dépensent à peu près autant. D'accord? Donc, en d'autres termes, les Russes ont encore beaucoup de marge de progression. En fait, Poutine maintient toujours que la guerre en Ukraine est une opération militaire spéciale. Ce n'est pas une guerre à grande échelle. Si jamais Poutine déclare la guerre, toute l'économie passera en mode guerre totale. On peut alors s'attendre à une explosion complète des dépenses militaires. D'accord? Bon, on n'en est pas encore là. La situation n'a pas encore atteint ce point. Maintenant, quel est le plan de la Russie pour l'Europe? En réalité, Poutine ne veut pas vraiment se battre contre l'Europe. Car ce serait désastreux à la fois pour la Russie et pour l'Europe. Mais il comprend qu'une guerre civile couve en Europe, où ces partis d'extrême droite, comme l'AfD, gagnent en popularité parce qu'ils s'opposent à la guerre et aux immigrés. Donc, tout ce que Poutine a à faire, c'est forcer l'Allemagne à entrer en guerre et faire durer ce conflit. Créer une guerre d'usure. Pourquoi?
Parce qu'à mesure que cette guerre s'éternise, cela va créer beaucoup de tensions politiques dans le pays. Surtout si on commence à mobiliser de jeunes hommes pour aller se battre. D'accord ? Et si cela devait arriver, à terme, des partis politiques de droite comme l'AfD finiraient par arriver au pouvoir. Et comment Poutine le sait-il ? Parce que cela s'est historiquement vérifié. C'est ce qui s'est passé en Russie pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les bolcheviks ont pris le pouvoir. C'est presque arrivé en Allemagne, d'accord, quand les communistes ont failli prendre le pouvoir en Allemagne. Très bien. La guerre crée des tensions politiques, et plus elle s'éternise, plus ces tensions s'accentuent. En gros, ce que Poutine veut faire, c'est créer une guerre civile en Europe, permettre à ces partis de droite pro-russes d'accéder au pouvoir, puis former une alliance entre l'Europe, l'Allemagne et la Russie. D'accord ? Donc, la première partie du plan consiste à créer le plus de tensions politiques possible en Asie du Sud-Est en utilisant la Corée du Nord. La deuxième partie de ce plan consiste à faire la guerre à l'Europe afin de la déstabiliser politiquement. Et permettre à ces partis de droite d'accéder au pouvoir, puis former une alliance avec eux. D'accord ? D'accord. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la situation des pays du Sud. Bon, alors, en ce qui concerne plus précisément ces pays du Sud, il faut noter que la Russie a toujours été extrêmement favorable à ces nations, et tout particulièrement en ce qui concerne les nombreux pays du continent africain. D'accord. Après le début de la guerre, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le soutien à Poutine dans le Sud global a augmenté de façon spectaculaire, comme le montre cette carte. Maintenant, la question est, attendez une minute. La Russie a envahi l'Ukraine. Alors pourquoi des gens dans le monde entier soutiendraient-ils la Russie ? Et la réponse, c'est à cause du récit. Du point de vue occidental, l'Ukraine est un pays innocent et la Russie est l'agresseur. Donc clairement, la Russie n'a pas tort. Mais si vous ne faites pas partie de l'Occident, si vous êtes du Sud, ce que vous voyez, c'est que l'Occident est ce tyran impérialiste. Et la Russie se défend. L'OTAN s'étendait trop loin, l'Ukraine était récupérée par l'Occident, et donc la Russie essayait de se défendre. Et Dieu merci, Poutine et la Russie peuvent maintenant tenir tête aux Américains. Parce que nous, dans le Sud, avons été malmenés par les Américains tout ce temps. Ainsi, le soutien envers les Russes est particulièrement fort en Afrique, qui a subi l'impérialisme occidental ces 20 dernières années. C'est donc un niveau de coopération entre la Russie et les pays africains. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'échanges commerciaux, mais en même temps, il y a aussi une coopération militaire. Il y a la construction de centrales nucléaires, il y a aussi l'exploration pétrolière et la production de nickel. Il y a aussi beaucoup de mercenaires russes en Afrique, d'accord ? Et ils combattent généralement contre des groupes soutenus par les États-Unis afin de contrôler le continent. La Chine est également très active en Afrique. Ce qu'il faut savoir avec la Chine, c'est qu'elle se concentre beaucoup sur le développement économique, contrairement à l'intervention militaire. Les Russes, eux, utilisent une stratégie globale en Afrique. Donc ils essaient de gagner les cœurs et les esprits. On le sait parce que les Russes consacrent beaucoup d'efforts à la propagande. Donc le drapeau russe indique là où ils mènent des actions de propagande. Comme vous pouvez le voir, la Chine n'investit pas autant dans la propagande en Afrique. Alors, ce que Poutine essaye aussi de faire, c'est de créer un récit selon lequel la Russie libère le monde de l'impérialisme occidental. Et cela a un impact particulier dans des endroits comme l'Afrique, qui a été victime de l'impérialisme occidental pendant très très longtemps. D'accord, très bien. L'Inde. Bon, alors, l'Inde. Elle est restée neutre pendant très longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que l'Inde et la Russie sont devenus très très proches. L'élément déclencheur de leur rapprochement, c'est qu'après la guerre en Ukraine, le pétrole russe a été sanctionné. Donc, pour contourner les sanctions, la Russie vendait son pétrole à l'Inde, qui le revendait ensuite dans le monde entier. Ce qu'on va donc observer, c'est le développement d'une relation très forte entre la Russie et l'Inde, au cours des prochaines années. Ce que la Russie attend de l'Inde, ce sont des travailleurs.
À cause de cette guerre, la Russie manque désormais de main-d'œuvre. Elle a donc besoin de personne pour faire tourner ses usines. À terme, elle va gagner cette guerre en Ukraine. Elle va avoir besoin de gens pour aller construire, reconstruire l'Ukraine. On peut donc s'attendre à ce que la Russie et l'Inde deviennent très très proches au cours des 10 à 20 prochaines années. Principalement parce que la Russie souhaite investir dans la relation entre la Russie et l'Inde. L'Iran est la clé pour que la Russie crée un nouvel ordre mondial. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, l'Iran est vraiment au centre du commerce mondial. Donc si la Russie veut accéder à l'Afrique, elle veut accéder à l'Inde, pour quiconque veut accéder à l'Asie centrale, l'Iran est très important stratégiquement. C'est aussi très facile pour la Russie de commercer avec l'Iran grâce à la mer Caspienne. D'accord ? Très bien. Donc, en gros, la Russie comprend que l'Iran est la clé du commerce mondial de la Russie avec le reste du monde. Et c'est pour ça que les Américains attaquent en réalité l'Iran. Parce qu'en attaquant l'Iran, les Américains peuvent bloquer la Russie dans le commerce mondial ou au moins la déstabiliser. C'est pourquoi l'un des principaux fronts de bataille, c'est probablement l'un des deux grands fronts de la Troisième Guerre mondiale. Le premier, évidemment, c'est l'Ukraine, qui sera le théâtre d'affrontement entre l'Europe et la Russie. Le deuxième grand front de bataille sera en Iran, et il opposera l'Iran et les États-Unis. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'Israël est si important. D'accord, Israël. Pourquoi Israël est-il si important ? Parce qu'Israël est la forteresse américaine dans cette région. Il est tout à fait possible que si Poutine joue bien ses cartes, toutes ces régions tombent dans la sphère d'influence russe. Donc la garantie de l'Amérique contre l'influence russe, c'est Israël. C'est pour ça que les Américains soutiennent autant Israël. Parce qu'Israël est la clé pour contenir la Russie. Vous voyez ce que je veux dire ? La dernière chose dont je vais parler, c'est le Japon. La grande stratégie des Américains, c'est d'utiliser le Japon pour contrebalancer la Chine. Les Japonais n'aiment pas trop cette idée, d'accord ? Parce que pendant très longtemps, les Japonais ont été un vassal des Américains. Et les Japonais ont fait beaucoup de sacrifices pour être l'État vassal de l'Amérique, d'accord ? Mais maintenant, on a créé une situation où le Japon n'a pas d'autre choix que de se remilitariser et de repenser ses priorités nationales. La guerre en Iran oblige le Japon à repenser la carte du monde. Voilà, c'est ça. Le Japon dépend énormément des importations d'énergie. Et pendant la majeure partie de son histoire récente, il s'approvisionnait en énergie au Moyen-Orient. Mais évidemment, la plupart de cette énergie n'est plus disponible aujourd'hui. Donc maintenant, il y a deux options. Soit vous dépendez de la Russie, soit des États-Unis. On pourrait se dire que le Japon va simplement acheter du pétrole aux États-Unis. Les États-Unis en sont d'ailleurs convaincus. Mais la dernière fois que cela s'est produit, c'était avant la Seconde Guerre mondiale. D'accord ? Avant la Seconde Guerre mondiale, le Japon obtenait 90% de son pétrole des États-Unis. Mais le Japon devenait trop puissant, alors les États-Unis ont commencé à imposer un embargo contre le Japon. Le Japon n'a donc pas eu d'autre choix que d'envahir l'Asie du Sud-Est pour son pétrole et d'attaquer les États-Unis. Vous voyez où je veux en venir ? Le Japon ne veut donc pas se retrouver dans une situation de dépendance totale. Dépendre des Américains pour le pétrole, parce que la dernière fois que c'est arrivé, ça ne s'est vraiment pas bien terminé pour le Japon. D'accord, donc le Japon n'a pas le choix dans cette affaire. Il doit, oui, acheter du GNL américain, mais aussi essayer d'apaiser les choses avec la Russie, en commençant à acheter davantage de pétrole russe. L'autre problème pour les Japonais, c'est que depuis très longtemps, ils achètent des bons du Trésor américain. Des bons du Trésor ? Donc on voit bien que la Chine est dépendante du dollar américain, mais ils savent que les Américains sont pas si fiables que ça. Ils injectent trop d'argent, ils sont trop endettés. Donc les Chinois ont commencé à vendre des dollars américains. Des dollars américains. Des bons du Trésor américain. Mais les Japonais, eux, ont augmenté leurs achats de bons du Trésor américain. Des bons du Trésor. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les bons du Trésor américain ne valent plus autant qu'avant, mais que les Japonais continuent d'en acheter ?
Pourquoi est-ce que les bons du Trésor américain ne valent plus autant qu'avant, mais que les Japonais continuent d'en acheter? Des bons du Trésor? Et la réponse, c'est que c'est presque comme une subvention ou un pot de vin aux Américains. D'accord? Voyez? Parce que les Américains ont beaucoup de soldats au Japon. Donc, le Japon est une colonie. Et ce que vous faites, c'est que vous soudoyez les Américains pour qu'ils vous protègent, mais aussi pour qu'ils vous laissent tranquilles. D'accord? Et la façon dont ils font ça, c'est ce qu'on appelle le commerce Yankai. Et c'est vraiment la chose la plus absurde qui soit. Bon, mais laissez-moi vous expliquer ce que c'est. D'accord, donc le commerce Yankei, c'est ça. Les banques japonaises prêtent de l'argent aux entreprises japonaises à 0%. En gros, c'est de l'argent gratuit. Donc, si vous êtes une grande entreprise japonaise et que vous avez besoin d'argent, il vous suffit d'aller à la banque japonaise et ils vous prêteront de l'argent à 0% d'intérêt. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez prendre cet argent et aller acheter des bons du Trésor américain. D'accord? Des bons du Trésor américain. À 5%. À 5%. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va? Et c'est ce qui a entraîné la hausse des achats japonais de bons du Trésor américain. Des bons du Trésor, parce que c'est de l'argent gratuit. C'est littéralement de l'argent gratuit. Mais le problème, c'est que, comme vous pouvez l'imaginer, cela cause d'énormes problèmes à l'économie japonaise. D'accord, et à mesure que la situation géopolitique se détériore, le Japon n'a pas d'autre choix que de rapatrier son argent depuis les États-Unis en vendant essentiellement des bons du Trésor américain. Des bons du Trésor. D'accord, donc ce que l'Amérique doit faire, c'est en gros forcer ces pays, comme le Japon, la Chine, à continuer d'acheter des bons du Trésor américain. Des bons du Trésor. Et c'est pour ça qu'on a cette guerre en Iran, pour vraiment contrôler l'approvisionnement mondial en énergie. Et le temps presse pour l'Amérique. La raison, c'est qu'à mesure que de plus en plus de gens vendent des dollars américains, et que de plus en plus de gens refusent d'acheter des bons du Trésor américain. Certains problèmes apparaissent. Le premier, c'est l'intérêt de la dette. Donc en ce moment, la dette s'élève à 39 000 milliards de dollars. Supposons que le taux d'intérêt soit de 5%. Cela signifie que les Américains doivent payer 2000 milliards de dollars rien qu'en intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un énorme problème. Le deuxième problème, c'est qu'à mesure que les gens refusent d'acheter des bons du Trésor américain, il faut leur offrir un taux d'intérêt plus élevé. Donc en ce moment, c'est 5% et c'est monté à 6%. C'est une catastrophe pour l'Amérique. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique doivent prendre des mesures immédiates dès ce moment précis. Elles doivent faire baisser le taux des bons du Trésor. La façon de faire baisser ce taux, c'est de forcer les gens à acheter des bons du Trésor américain, à les acheter auprès des États-Unis. Donc c'est une guerre qui se joue entre la Russie et l'Amérique, entre Poutine et Trump, où Poutine essaye de faire en sorte que les gens n'achètent pas de bons du Trésor américain. Et Trump essaye de forcer les gens à en acheter, des bons du Trésor. Et c'est une guerre qui se déroule en ce moment même. Des questions sur ce qui se passe? D'accord. Comment l'Amérique va-t-elle devenir ou comment l'Amérique va-t-elle finir si, par exemple, le monde et l'Amérique sont tellement accros au dollar américain? Au dollar? Attends, tu peux reposer la question? Comment l'Amérique va-t-elle finir? Ou, enfin, comment sera l'Amérique si le monde et l'Amérique sont toujours accros au dollar américain? Au dollar? Parce que c'est une addiction. D'accord, c'est de l'argent facile et gratuit. Oui, mais à quoi ressemblera l'Amérique si cette tendance continue? Si cette tendance continue? Avec cette addiction? Ouais. D'accord, très bien. Alors, en ce moment, si ces tendances continuent, il y a certains problèmes qui vont apparaître, hein, d'accord? La première chose, c'est que l'Amérique va imprimer encore plus d'argent. D'accord, donc la dette, leurs dollars en circulation vont continuer d'augmenter. Et ensuite, le monde va se dire,
vous ne pourrez jamais vraiment rembourser ça, non? Alors ce qui se passe, c'est que les gens arrêtent d'acheter des bons du Trésor américain. Ensuite, le taux d'intérêt augmente pour inciter les gens à acheter plus de bons du Trésor américain. Bons du Trésor américain. Parce que si vous ne faites pas ça, si les gens n'achètent pas d'eux, bons du Trésor américain, vous tombez en défaut de paiement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un défaut de paiement? Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne le système. Alors, tout d'abord, c'est la Réserve fédérale qui prête de l'argent au gouvernement américain. Au gouvernement. Il y a donc différents acheteurs de bons du Trésor américain. Mais la Réserve fédérale est le plus grand acheteur. Très bien. Donc, imaginons que vous devez à la Chine 1000 milliards de dollars en bons du Trésor américain et que les États-Unis disent à la Chine, tu sais quoi, on ne va pas vous rembourser, allez vous faire voir. Bon, est-ce que ça a de l'importance? Ça n'a pas d'importance. Qui s'intéresse? D'accord. La Réserve fédérale, c'est un autre problème. Pourquoi? Parce qu'imaginons que vous deviez 10 000 milliards de dollars à la Réserve fédérale. D'accord. D'où vient cet argent? Il vient des banques privées. D'accord? Et qui met son argent dans les banques? Ce sont les gens qui mettent leur argent dans les banques. C'est bon? Donc, en d'autres termes, le gouvernement américain a emprunté son argent au peuple américain. Donc, si le gouvernement américain faisait défaut sur sa dette, les Américains perdraient tout l'argent qu'ils ont à la banque. Et qu'est-ce qui se passerait alors? Et donc, qu'est-ce qui se passerait après? Après ça, il y aurait une révolution, d'accord? En d'autres termes, il est impossible pour les États-Unis de faire défaut sur cette dette. Ça provoquerait une révolution en Amérique, le gouvernement s'effondrerait. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc maintenant, vous êtes simplement obligé de faire en sorte que la Chine achète pour 2200 dollars. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas les forcer, parce que vous ne pouvez pas faire défaut sur la dette à l'intérieur du pays, parce que tout le monde en Amérique perdrait pour son argent. Donc la seule chose que vous puissiez faire, c'est aller à l'étranger et forcer les gens à acheter des dollars américains auprès de vous. Des dollars américains auprès de vous. Et vous faites ça par la guerre. Voilà. Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc Poutine comprend que tout ce qu'il a à faire, c'est d'empêcher les pays étrangers d'acheter des dollars américains. Des dollars américains. Et l'Amérique s'effondrera sur elle-même. Parce que l'économie n'a plus aucun sens. D'accord. Il vous est impossible de tout payer. Ce paiement d'intérêt. Donc c'est une crise grave à laquelle l'Amérique est confrontée en ce moment. D'autres questions? Oui, Alan? Je me demande, même si la Russie parvenait vraiment à faire s'effondrer les systèmes économiques mondiaux actuels, quelle serait alors la nouvelle position de la Russie? Quel serait le produit précieux de la Russie qui pourrait peut-être lui permettre? Lui donner le pouvoir de peut-être diriger le monde? D'accord. Donc on part du principe que quelqu'un veut devenir le nouveau leader. Et en réalité, c'est en fait idiot d'être la monnaie de réserve mondiale. Et c'est absurde de vouloir être le leader mondial. Parce qu'après, tu es obligé de dépenser toutes tes ressources à défendre ta position dans le monde, tu vois? C'est un peu comme être le caïd du lycée. Être le caïd du lycée, ça a l'air cool, mais maintenant tu dois te battre contre tout le monde à l'école. Donc en fait, personne ne veut vraiment être le leader mondial. Et même l'Amérique ne veut pas être le leader mondial. Elle se retrouve juste coincée dans ce rôle à cause de hasard historique. Ça n'a pas de sens. Donc, en gros, tout ce que la Russie essaye de faire, c'est de se débarrasser du caïd de l'école. Une fois que tu te débarrasses du caïd, il n'y a plus de caïd, tu vois. Ce qui veut dire que maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Plus de liberté pour la Russie. Mais ça ne veut pas dire que la Russie sera pacifique. La Russie va exercer son pouvoir là où elle le peut, mais elle aura plus de liberté de mouvement. Tu vois? La Russie considère l'Amérique comme sa plus grande menace, donc elle veut se débarrasser de l'Amérique. La Chine, c'est différent. La Chine sait qu'historiquement, ses voisins ont été très agressifs. Tu vois? Qui sont les voisins de la Chine? Les Japonais, c'est ça. Les Russes, les Vietnamiens sont des peuples très agressifs. Donc si j'étais la Chine, je préférerais que l'Amérique soit le gendarme du monde.
qu'elle joue le rôle du caïd du lycée, tu vois. Parce que honnêtement, si l'Amérique n'est pas le caïd du lycée, quelqu'un d'autre prendra cette place. Et je préfère largement avoir affaire à l'Amérique qu'à la Russie, tu vois. C'est pour ça que la relation entre la Russie et la Chine est beaucoup plus fragile. Beaucoup plus instable que ce que les gens pensent. Pour l'instant, il est dans l'intérêt des deux de bien s'entendre, mais à long terme, il y aura forcément une séparation. Parce que leurs intérêts convergent pas vraiment. Donc, le plan de Poutine, c'est simplement de rester en bon terme avec la Chine. Il sait qu'à long terme, la Chine se rangera plutôt du côté des États-Unis que de la Russie. Mais à court terme, Poutine fait tout ce qu'il peut pour que la Chine soit son ami. Donc il a besoin que la Chine reste neutre. Le pire qui pourrait arriver, c'est que la Chine considère la Russie comme une menace, et que la Chine et les États-Unis s'allient pour défendre le système. Est-ce que ça a du sens? D'accord. Une autre question, est-ce que l'effondrement des systèmes économiques va affecter le rôle de police mondiale? La position des États-Unis. Parce que je crois qu'on a déjà dit que ce système économique mondial repose essentiellement sur la puissance militaire américaine. Mais même si le système s'effondre financièrement, ça ne veut pas dire que la puissance militaire américaine diminue. Alors pourquoi la Russie aurait-elle plus de liberté de mouvement dans ce cas? Écoutez, la réalité, c'est que votre armée dépend de votre nation, d'accord? Votre armée vient de votre État-nation. Pourquoi? Parce que c'est votre État-nation qui fournit les armes, qui fabrique les armes, qui fournit les gens, les soldats, le financement. D'accord? Donc, imaginons que cet État-nation traverse une révolution, où le peuple mène une guerre contre le gouvernement. L'armée n'a pas d'autre choix que de battre en retraite et d'essayer d'écraser cette révolution. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc l'Amérique n'a pas l'intérêt de défendre le monde si toute sa nation est en train de s'effondrer. C'est complètement absurde. Elle doit se replier. D'accord? Bon, il est possible que l'Amérique soit tellement stupide que son armée reste à l'étranger. Mais si cela arrivait, l'armée resterait quand même un État-nation. D'accord? Et donc elle devrait maintenant passer de l'Amérique à un autre État-nation. Et j'imagine que si c'était le cas, l'armée se séparerait et viendrait en aide. Elle soutiendrait 3 autres États-nations, à savoir le Japon, l'Allemagne et Israël. Autrement dit, différents théâtres de l'armée américaine trouveraient un autre État-nation comme hôte. Ainsi, les forces américaines en Asie de l'Est iraient soutenir le Japon, en Europe, elles soutiendraient l'Allemagne, et au Moyen-Orient, elles soutiendraient Israël. Mais elles ont besoin d'un État-nation comme hôte. D'accord? C'est clair? Très bien. Donc la semaine prochaine, c'est l'examen final. Donc si vous êtes sur YouTube, que vous regardez sur YouTube, merci de poster vos questions dans les commentaires et ma femme, ma magnifique femme, sélectionnera les meilleurs. D'accord, très bien. À la semaine prochaine tout le monde.